D'abord, je pense qu'il faut dire que le CRILC est né de deux centres, du CRELIC, de l'Université Laval, mais aussi du CETUC, le Centre d'études en études québécoises de l'Université de Montréal. Moi, j'ai connu la naissance même du CRELIC, pas tant à cause de mon âge, mais parce que j'étais étudiante au doctorat. Je suis arrivée un petit peu plus tard, comme bien des femmes, au doctorat à l'Université Laval. Et on commençait dans la foulée des grands travaux de Maurice Lemire. Donc, il y avait eu, évidemment, le Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec. Et on commençait donc à valoriser beaucoup le travail en équipe du côté de l'Université Laval. Et donc, l'idée d'un centre qui pouvait à l'époque être subventionné par le gouvernement, par le FCAR, si je me souviens bien, c'était le FCAR. Donc, c'est d'abord Jacques Blais qui était le premier directeur, ensuite Denis Saint-Jacques, et on a fait quelques années comme ça. Donc, moi, j'étais étudiante et j'ai été la première assistante du CRELIC. On faisait des débats midi, des conférences midi, où on invitait des écrivains. À l'époque, c'était essentiellement des écrivains. Il y avait des séminaires conjoints entre chercheurs. Donc déjà, j'allais dire, la stimulation intellectuelle que donne un centre était déjà là au départ du CRELIC. Et du côté du CETUC, le financement venait de l'institution elle-même et de dons. Donc, c'était un modèle de fonctionnement très différent, beaucoup plus orienté vers l'essai littéraire que vers la recherche de type scientifique ou en tout cas la recherche collective comme nous la menions. Lorsque l'organisme subventionnaire, le FCR, donc, a décidé de modifier sa politique aussi de financement en disant par discipline, il serait bien que les gens qui travaillent des questions voisines se regroupent. Et donc, l'idée de centre interuniversitaire est née à ce moment-là. Donc, j'étais professeur déjà à ce moment-là. Et donc, j'ai été la première directrice bon. Il s'agissait de mettre ensemble, donc, des traditions de travail intellectuel, de mettre ensemble des administrations universitaires, ce qui n'est pas toujours si facile qu'on pourrait le penser, et évidemment de créer donc un espace commun, un espace partagé. Donc on devait à la fois chacun essayer de mieux se connaître, de mieux se comprendre et de faire circuler les idées, les chercheurs, les étudiants aussi entre au départ deux sites, l'Université de Montréal, l'Université Laval, avec des chercheurs de l'UQAM qui étaient regroupés en antennes à l'époque. Il faut dire que lors du précédent centre à l'Université Laval, des gens comme Lucie Robert, Robert Dion, bon, plusieurs chercheurs de plusieurs universités faisaient déjà partie du centre. Et donc, c'était un petit peu normal qu'au départ de ce regroupement des deux centres, bon, il y ait plutôt une antenne, mais très rapidement, on a vu, j'allais dire l'engouement, mais l'intérêt que les chercheurs, que les étudiants aussi à l'UQAM ont pris à ce regroupement. Donc, c'est à la fois, j'allais dire, le besoin, l'idée que les organismes subventionnaires nous ont fait valoir, et peut-être un peu aussi une évolution, j'allais dire, une évolution, est-ce qu'on peut dire naturelle, et jamais tout à fait naturelle dans ce domaine-là, mais en fait, on allait beaucoup plus parce que les générations de chercheurs passées, je pense qu'ils travaillaient de façon beaucoup plus isolée, aurait peut-être pas souhaité de regroupement comme celui qu'on a décidé de créer. Et donc, on se connaissait déjà, plusieurs des chercheurs, on avait déjà des liens d'amitié, sinon de recherche, et très rapidement, on a vu ce que ça pouvait donner pour les étudiants aussi. Que cette possibilité d'avoir des sous pour l'infrastructure, d'avoir des bourses pour les étudiants, d'avoir des activités d'animation aussi. Donc, organiser des colloques, des journées d'études. Donc, tout ça, rapidement, je pense qu'on en a vu tous et chacun, tous ceux en tout cas qui se sont associés au groupe, en ont vu l'utilité,
j'allais dire le bien fondé. Il faut ajouter donc l'élément de la culture, parce qu'au départ, il y avait au fond que la seule littérature, que le seul objet littéraire qui était concerné. Et avec donc le regroupement CRILC, l'idée d'élargir à la culture, parce qu'il y avait des gens qui travaillaient à la périphérie de la littérature ou qui travaillaient dans des domaines, bon, paralittéraires dans le sens plus classique du terme, et donc on souhaitait bien continuer à travailler avec eux ou à les amener travailler avec nous. Donc ça s'est élargi comme ça, et je pense que l'avenir est plutôt de ce côté-là, mais pour moi, le CRILC demeure le L de littérature demeure plus important que jamais, parce qu'on est dans une société, dans un temps où la littérature, en fait celle qui m'est chère, a de moins en moins d'audience ou de place dans la cité. Donc je pense qu'il ne faut pas ouvrir trop largement, qu'il faut aussi garder le cap, un ancrage littéraire, ça me paraît important. Si je suis allée à l'Université Laval, curieusement, c'est pas du tout pour les recherches collectives qui commençaient à s'y faire, mais parce que j'avais fait mon mémoire de maîtrise à Trois-Rivières, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'UQTR, sur André Langevin. Et moi, ma formation est vraiment du côté, j'allais dire, des formes littéraires, des questions de texte, c'est mon époque, hein, c'est ma génération, davantage de texte que de sociologie, sincèrement, au départ. Et donc, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur André Langevin, sur un roman qui pose beaucoup de questions, d'ailleurs, de forme, qui est très, très différent, ce roman des autres romans qu'il avait précédemment publiés, un roman qui n'a pas été très bien accueilli, d'ailleurs. C'est pour ça que je l'avais choisi, parce qu'il présentait des difficultés, et je me disais comment je peux aimer tant un écrivain et ne pas aimer ce roman-là. C'est moi, c'est pas lui qui a manqué à sa tâche, c'est moi comme lectrice qui n'arrive pas à saisir ce qu'il veut dire par là, ce qu'est ce roman-là, comment il est construit, pourquoi il me rebute comme ça. Donc, en m'intéressant à André Langevin, progressivement, puisque son roman L'élan d'Amérique parlait beaucoup de questions politiques, parlait beaucoup de questions sociales, parlait de la place de l'art, de la littérature, de la culture dans nos sociétés contemporaines, dans l'Amérique. Donc, on est c'est un roman de 74, donc il y avait eu aussi les événements d'octobre qui sont présents en filigrane. Bon. Donc, forcément, en m'intéressant à ce roman, au départ, c'était pas pour ces raisons-là, mais très rapidement, j'ai dû m'intéresser, j'allais dire, au contexte ou à l'histoire qui était mise en scène d'une façon ou mise en question dans ce roman. Et de là, donc, m'est venu un intérêt pour ce qu'on appelait le contexte, l'histoire un petit peu autour de roman, l'histoire dans le roman, mais l'histoire autour aussi du roman. Et bon, comme c'est connu, je peux en parler quand même. C'est l'époque où j'ai rencontré Gaston Miron, et là j'étais plongée aussi dans la vie littéraire, dans l'actualité de la vie littéraire. Et je découvrais ce qu'était un éditeur, ce qu'était un livre à éditer, ce qu'était le milieu littéraire, la vie littéraire. Donc, il y a plein de questions que je voyais en observatrice. Et de l'autre côté, donc, des questions littéraires qui m'intéressaient de plus en plus, notamment la question de la langue. Parce que André Langevin a été un des grands défenseurs, évidemment, de la langue française au Québec, mais surtout de l'unilinguisme au Québec et de la qualité de la langue. Il a été très critique. On a publié, il n'y a pas longtemps, réuni ses essais. C'est Karim Larose qui a fait un livre remarquable là, en présentant tous les essais d'André Langevin, qui s'y était refusé à ce qu'on réunisse ses essais. Il était
assez malcommode les dernières années de sa vie, était très déçu de ce que le Québec était devenu. C'était pas un partisan du joual, loin de là. Et donc, ces questions de langue par André Langevin m'intéressaient aussi. Et donc, je suis venue à l'Université Laval pour l'histoire littéraire d'une certaine façon, mais parce qu'un numéro d'études littéraires avait été consacré à André Langevin, puis j'avais adoré les textes que j'avais lus, qui étaient signés par des professeurs de l'Université Laval, dont Denis Saint-Jacques, qui n'a jamais plus travaillé sur André Langevin. C'était tout à fait un hasard, m'a-t-il dit après, mais Denis Saint-Jacques a été capital dans ma formation, était très important. Et André Goulet, donc tous ceux qui ont participé au numéro qui étaient de l'Université Laval, donc je me sentais en affinité avec eux, en une sensibilité, j'allais dire, à des questions, à une façon de travailler. Donc je suis venue pour ça au départ. Et la question de la langue, oui, mais je ne savais pas encore comment j'allais l'aborder. Je pensais l'aborder davantage du côté dans les œuvres. Et finalement, avec les séminaires que j'ai suivis, les discussions avec Denis Saint-Jacques, notamment, c'est là que j'ai découvert, grâce à Denis, donc les textes de Pierre Bourdieu, le fameux Marché des biens symboliques, que j'ai lu, relu 100 fois en ne comprenant rien les premières fois. Et progressivement, c'est comme apprendre une langue étrangère. Tout à coup, là, c'est devenu très, très, je dirais, lumineux. Pas clair, peut-être, mais lumineux dans le sens que ça me permettait de comprendre beaucoup de phénomènes de l'histoire, de la littérature du passé jusqu'à l'époque plus contemporaine. Mon ambition première, c'était de suivre ces rapports de langue et littérature jusque vers les années 1960, même 70. Parce que cette crise de la langue a évidemment concerné de très près tous les écrivains. Hein? Chaque fois qu'on se dit, mais en quelle langue faut-il écrire? Quelle est la langue du Québec? Quelle est notre langue? Il y a des répercussions, il y a des écrivains derrière qui se disent, moi, c'est pas tout à fait ça, ou oui, c'est ça. Donc, la langue commune, qu'est-ce que c'est qu'une langue commune pour un écrivain? Évidemment qu'il peut en faire ce qu'il veut, mais dans les limites de son héritage et de la réception qu'il peut évidemment espérer. Tout au long du 19e siècle, en littérature, on pourrait en parler aussi parce que c'est passionnant au Québec ce qui se passe au 19e siècle quand même, c'est le modèle français qui s'impose. Hein? On essaie d'écrire comme des auteurs français, et ce qui relève de la littérature, on dit aujourd'hui, ou même au 19e siècle, plus populaire, les contes, les légendes, les chansons, ça n'a pas un statut véritablement artistique ou littéraire pour les gens. Maintenant, oui, hein, on reconnaît tout à fait, par exemple, chez Louis Fréchette, que ce qu'il a écrit de plus intéressant, ce sont davantage ses contes que ses grands poèmes lyriques, épiques, qui, croyait-il, étaient du Hugo canadien. Bon. On se méprenait, donc peut-être. Mais donc, le modèle de langue et de littérature au 19e siècle est inspiré beaucoup de ce qui se faisait en France. Progressivement, l'école du terroir, toute cette idéologie où on valorisait donc le monde paysan, la langue aussi paysanne, la langue du terroir, mais en la mettant entre guillemets, en ayant du mal à faire ce que, au fond, Michel Tremblay et même Régent Ducharme aussi, ce qu'ils vont faire beaucoup plus tard, se l'approprier, puis en faire un matériau littéraire à proprement parler. Mais c'est quand même présent à ce moment-là dans des aspirations littéraires qui sont pas tout à fait franches ou qui ne parviennent pas à se dire vraiment comme elles sont. Donc, c'est autour de l'École littéraire de Montréal, avec évidemment, Émile Nelligan, c'est toujours la grande figure, mais c'est une figure importante parce que ça va être une figure aussi qui va permettre de débattre. Donc, Camille Roy va commencer à imposer une image de la littérature canadienne et une image curieuse.
très curieuse parce que Camille Roy, comme d'autres, je pense que c'est des gens aussi d'une façon, des écrivains aussi un peu plus conservateurs, vont prendre sur eux d'une certaine façon tout ce qu'on a dit de négatif sur la langue canadienne. C'est une langue du 17e siècle. C'est une langue ancienne. C'est une langue pauvre. Mais il faut, avec ce matériau, travailler à une littérature nationale. Donc, on voit bien qu'il y a un discours un petit peu paradoxal. D'un côté, la langue suffit pas à la littérature comme elle est. C'est une langue pauvre, une langue de gens peu instruits. Et de l'autre côté, on va avoir une littérature nationale différente de celle de la France. Bon, alors, on s'inspire des paysages de la Laurentie, on s'inspire de la vie paysanne. Donc, tout ça est un peu mollasson, je dirais, jusqu'à l'École littéraire de Montréal, où là, l'école, on oublie toujours ça, mais le regroupement des poètes et des écrivains se nomme école, mais l'école dans le sens premier, pas tant école littéraire comme on l'entend au 19e siècle ou à différentes époques. C'est école d'apprentissage. On va apprendre à mieux écrire, apprendre à mieux parler, mieux connaître notre langue. Donc là, il y a une réappropriation, d'une certaine façon, de la langue pour des écrivains. Donc, autour de Nelligan, ce qui va, évidemment, Nelligan aussi a ses grandes influences, notamment Baudelaire, les poètes décadents, donc lui aussi a des influences. Mais il s'assume comme écrivain à part entière, comme jeune poète. Il rêve de publier à Paris. Il a une ambition littéraire, j'allais dire, totale. Ce qu'on n'avait pas vu jusque-là. Donc, c'est à partir de là qu'on peut commencer à parler d'autonomisation, parce que c'est les critères artistiques, les critères d'art qui vont primer sur les critères ethniques, ethnologiques, donc traditionnels. Donc, il y a puis il y a un personnage d'écrivain qui naît là, tu sais, c'est une figure. Crémazie l'a été au 19e siècle, mais on pourra en reparler. Gilles Marcotte a bien montré comment c'est par souvent son silence et son retrait et son exil qu'Octave Crémazie est davantage une grande figure d'écrivain que par sa production elle-même, tu sais. Cette querelle entre Jules Fournier et Charles Abder-Alden est une querelle tout à fait passionnante parce que les thèmes et les termes se trouvent inversés. Hein? On s'attend à ce que le critique français soit plutôt dédaigneux à l'égard de la littérature canadienne et que le journaliste ou l'écrivain, le critique canadien-français, comme on disait à l'époque, lui défende sa littérature. Donc, c'est tout à fait l'inverse qui se produit. Charles Abder-Alden, qui avait publié plusieurs articles dans des revues françaises, on peut dire c'est des revues quand même de la France un peu coloniale, mais le regard de Charles Abder-Alden, c'est assez étonnant quand on relit aujourd'hui ses textes. C'est un regard tout à fait bienveillant sur la littérature canadienne, et c'est même un regard qui, on le voit après coup, sait déceler les qualités et les meilleurs écrivains. Vraiment un véritable flair critique dans ce qu'il reçoit, dans ce qu'il lit du Canada. Et donc, il va publier 2 livres. Ce sont les 2 premiers livres consacrés en France à la littérature canadienne. Donc, études de littérature canadienne, française et nouvelles études de littérature canadienne. Des forts volumes, hein, c'est pas de petits ouvrages, des volumes assez imposants. Et donc, la sortie du premier, 1904, Jules Fournier, qui était déjà un esprit railleur, on peut lire ses magnifiques textes journalistiques, ses chroniques dans Mon Encrier. C'est son ami Oliver Asselin qui a recueilli ces textes-là plus tard. Un esprit tout à fait frondeur, magnifique, très francophile, et évidemment très, très francophile. Donc, écrit une lettre dans la Revue canadienne à Charles Abder-Alden. C'est une lettre ouverte, au fond, en disant, vous savez, monsieur, vous parlez d'une littérature qui n'existe pas. Quelques hirondelles ne font pas le printemps. 2 ou 3 écrivains égarés sur les rives du Saint-Laurent ne font pas une littérature. Les conditions ici
ne sont pas réunis pour qu'il y ait littérature. Les écrivains ne peuvent pas vivre de leur plume. Il n'y a pas de lecteur. Il n'y a pas de critique, une vraie critique littéraire qui puisse dialoguer avec les auteurs, les écrivains. Vous méprenez. Occupez-vous d'autre chose. Il n'y a pas de littérature canadienne ici. Vous êtes trop bon et vous êtes même aveugle à force d'être trop bon. Donc, Charles Abdel-Alden réplique en disant non, je comprends votre humour, votre ironie, mais écoutez, il y a véritablement une littérature chez vous, il y a des écrivains intéressants et tout. Donc, ils vont par un échange de quelques lettres comme ça dialoguer, et c'est intéressant parce que ce sont des lettres publiques, donc c'est destiné à animer le milieu, on comprend bien, pas le milieu français, hein, qui en France pouvait suivre ces débats-là, et c'était publié en revue ici. Donc, c'était pour faire bouger, évidemment, les élites culturelles, les élites politiques et les écrivains aussi, je crois, et le public, les faire dialoguer et les éveiller peut-être aux questions que soulevait Jules Fournier. Donc, c'est un très, très beau débat. Donc, la question de la langue, Jules Fournier est un autre. Vous voyez, moi, c'est mon dada, mais c'est vrai que ça revient tout au long de notre histoire. On peut faire l'histoire de la littérature canadienne, française et québécoise, toujours avec ce lien à la langue, et on va avoir une histoire littéraire tout à fait étonnante, et je pense dans laquelle on peut se reconnaître parce que les débats reviennent constamment. Hein. Avant d'en arriver aux archives de Gaston Miron et à la question donc de l'album Miron, j'aimerais dire que j'ai fait quand même plusieurs années, presque 10 ans, au projet L'Histoire de la vie littéraire. Et donc, j'ai signé 3 tomes avec les collègues, les amis. Et donc, la question des archives, je crois que c'est là que je l'ai, pour ainsi dire, j'allais dire pas découverte, parce que pour Charles Abdel-Alden, il a fallu que je fasse beaucoup de travail en archives à Paris, ce qui était très agréable. Donc, en travaillant l'histoire de la vie littéraire, on était au 19e siècle, moi, quand je suis arrivée dans le projet, il y avait eu un tome de publié, donc je suis arrivée dans mon siècle que j'aime tant, le 19e siècle. Donc là, on devait faire du travail en archives, nous aussi. Et parallèlement, je donnais un cours que donnait un de mes collègues, Aurélien Boivin. On m'avait confié ce cours-là, les écrits intimes du 19e siècle québécois. C'était pas du tout, j'avais pas travaillé ces questions-là, et donc j'ai découvert là, moi, un continent, je peux dire un monde. J'ai tellement aimé ce cours-là, et parallèlement, j'étais à l'histoire de la vie littéraire, et donc, ça allait de soi qu'on m'a confié beaucoup les essais et les écrits intimes. Donc, encore là, c'est du travail d'archives, parce que Henriette Dessaulles, son journal, on était dans le début des éditions critiques, tout ce travail-là se faisait au Québec, j'allais dire, parallèlement. On était plusieurs à se passionner pour ces questions-là. Gaston Miron, donc, qui était mon compagnon, décède en décembre 1996, et je me trouve avec toutes les archives. Donc, il a déjà donné beaucoup de documents d'archives à BANQ, mais il en reste énormément à la maison, je sais pas, 50, 60, 100 boîtes, je sais pas, c'était énorme. Et dans un fouillis assez important, je dois dire. Mais qui n'était pas un fouillis pour lui, qui n'était pas un désordre pour lui. Il savait très bien si quelqu'un lui demandait un document, il allait le chercher, il savait très bien où il était. Mais pour moi, qui avait toujours voulu garder une certaine distance avec justement ces manuscrits, les choses, je me disais, on ne vit pas ensemble pour ça. Je suis pas sa recherchiste, je suis pas, hein, on vivait une vie
de couple normal, si on peut dire. Et donc là, je me retrouve avec toutes les archives et beaucoup d'archives que je ne connaissais pas. Donc il a fallu que je me fasse un peu aider aussi. Il y a eu Christine Tellier qui a fait un très très beau livre sur les premières années de l'Hexagone et donc qui est venue avec moi commencer à classer des documents. Et ensuite, j'ai demandé à Pierre Neveu si ça l'intéressait de travailler avec moi. Et donc c'est comme ça que le travail sur les archives de Gaston Miron s'est engagé. Et rapidement, évidemment, la qualité des manuscrits, déjà la qualité pour ceux ou celles qui ont vu l'écriture de Gaston Miron, ne serait-ce que sa calligraphie est extrêmement intéressante. La façon dont il travaillait ses poèmes, avec Pierre, on a découvert ça assez rapidement. On le savait, il en parlait, qu'il était toujours dans le repentir, il était toujours dans la réécriture, mais pas à ce point-là où vraiment son fond d'archives poétiques, là, de brouillons, de textes poétiques, il avait gardé depuis les années, son arrivée à Montréal, peut-être fin des années 40, puis même encore, il y avait des documents du temps du collège, et il allait puiser souvent des images. Même dans des poèmes, on a trouvé des poèmes du début des années 1980. Il est allé chercher certains vers qu'il avait laissés de côté dans des poèmes des années 50. Donc, déjà, l'archive, pour lui, c'était une matière extrêmement vivante. Hein? Vraiment, c'est un atelier, là. On était dans l'atelier du poète. On dit ça souvent de façon imagée, mais là, c'est de façon très, très pratique. Donc, les photos, j'avais eu l'occasion de voir à Paris une exposition qui lui avait été consacrée à la Maison de la Poésie, qui était à l'époque au Halles, et on l'avait invité, donc en demandant quelques images, quelques photos, quelques documents pour mettre en valeur donc son travail. Et en plus, il y avait évidemment des lectures, des conférences, des tables rondes. Mais donc, ces images, ça m'avait tellement intéressé, ces images en vitrine. Nous, on n'avait pas beaucoup encore j'allais dire, beaucoup d'intérêt pour ça, curieusement, ici. Il y a Paul Wyszynski qui a fait, avant moi, qui a fait l'album Nelligan. Mais à mon avis, là, je le critique alors qu'il a fait un travail remarquable, on lui doit beaucoup, Paul Wyszynski, mais je trouvais que son album était trop encombré. Et le modèle que j'avais en tête, c'était les albums, moi, Gallimard. J'en avais plusieurs à la maison, Rimbaud, bon. Et l'album René Char aussi, que sa femme a réalisé, qui est un album magnifique. Et donc, c'est ça qui c'était mon rêve de faire ça. Et donc, avec Pierre, on a fait des livres ensemble, on a fait beaucoup de choses. J'ai fait une grande exposition à la Grande Bibliothèque aussi, 2 même. Une dont j'ai été le commissaire, l'autre j'ai été la recherchiste sur Gaston. Et ça aussi, ça m'a amené donc à sortir des documents, à regarder des manuscrits, à découvrir des choses que je n'avais pas bien vues, à mieux connaître son fond, déjà déposé aussi, j'ai exploré ça. Et donc, l'album, c'était une année sabbatique. Et je peux dire que j'ai été tous les jours à travailler à cet album-là avec l'équipe de graphistes, avec l'équipe de l'Hexagone. Ils ont été vraiment bien. Ils m'ont donné carte blanche. Élise Bissonnette, qui était alors la directrice de la Grande Bibliothèque, s'est associée à nous pour nous aider en raison du fond, mais aussi pour certains documents, c'est grâce à elle, à eux, qu'on a pu faire une recherche vraiment plus poussée. Donc, j'ai eu beaucoup d'aide et sincèrement, quand je repense à ça, c'est des mois de bonheur. Et je me dis, je pense que tout le monde faisait cet album-là avec un bonheur égal au mien. C'était très agréable. Et je trouve que le livre est encore beau. Le temps passe et des fois, le graphisme, quand c'est trop marqué, on veut trop une signature graphique, ça vieillit. Là, ça passe, il y a comme des modes, tandis que là, c'est plutôt sobre, c'est le document qui est mis en valeur. Et je voulais pas, moi, parler, je voulais que ce soit Gaston qui présente les documents. Donc, je suis allée chercher des extraits de textes, des extraits d'entrevues,
il y a peu de textes, mais les textes qui sont présents sont des textes qui accompagnent les images au Gaston. Donc, lui-même nous présente l'album de sa vie, au fond. Les ouvrages qu'on a réalisés, Pierre Neveu et moi, notre projet d'ailleurs s'appelait L'œuvre éparse, hein, édition de l'œuvre éparse de Gaston Miron. Et ça porte bien son nom, c'est-à-dire c'est des textes qu'il a publiés ou des entrevues qu'il a données, mais dont les textes, souvent, la plupart du temps, sont des textes qui ont déjà été publiés en revue ou dans des journaux, donc que nous avons repris. Ça nous apprend essentiellement, je pense, c'est qu'on a affaire à un écrivain. Lui-même se défendait d'avoir été un peu poète pendant quelques années et de ne plus l'être. Donc, il refusait souvent des invitations en disant « Vous savez, moi, je n'écris plus. Moi, je n'écris plus. Je suis un poète de circonstance, poète politique de circonstance, mais poète aussi d'amour malheureux. Donc, quand ça va bien, je n'écris pas. Hein? Je suis un poète de la vie, autrement. » Quand on rassemble tous ces textes-là, les poèmes qu'il n'avait pas ajoutés encore à L'Homme rapaillé, c'était son projet, il faut dire, les textes de prose, les entretiens, mais c'est considérable. Sans compter tout ce qu'on a aussi trouvé dans les archives. C'est donc quelqu'un pour qui la littérature, il l'a dit dans un remerciement lors d'une soirée hommage, il avait dit, vous savez, la littérature est toute ma vie. C'est vrai. Pierre et moi, il nous reste un livre qu'on fera peut-être un jour prochain. C'est un recueil de notes sur la poésie de Gaston, qui date justement de la fin des années 40, et ça court j'allais dire jusqu'à la semaine avant sa mort pratiquement. Les dernières notes, il notait toujours, et sans que ça soit dans une visée de publication, une visée littéraire à proprement parler, c'est l'amoureux de la langue, c'est l'amoureux de la littérature, des images, de la façon unique de dire les choses. Comment dire? Donc, ces questions sur la langue, le langage, la forme, c'était toujours présent. Donc, je pense que c'est ça que ça nous apprend. C'est que c'est un écrivain beaucoup plus considérable que le poète d'un seul livre, fut-il génial, cet homme rapaillé, fut-il un grand livre de poèmes, mais c'est avant tout un homme qui s'est confronté à la langue du Québec, mais à la langue littéraire aussi, pour l'essentiel de sa vie, même comme éditeur aussi, hein, mais comme écrivain lui-même, ça a été le grand souci de sa vie, c'est certain. Il y a un seul projet véritablement qui m'occupe beaucoup de projets, j'allais dire collectifs. Là, je travaille toujours avec Mylène Bédard, sur Jeanne Lapointe, on a des projets en commun, des idées de colloques. Je travaille toujours un peu sur Régent Ducharme. Bon, mais il y a un livre que je voudrais faire, donc je me compromets là. J'ai commencé un petit livre sur un patriote de 1837-38. Lui, il était plus du côté 38, qui a été exilé. Et c'est le Pailleur, que j'aime beaucoup, qui a écrit un journal, on a quelques lettres, et je n'arrive pas à me défaire de la fascination de ce journal. Je le lis, je le relis, je trouve qu'il y a des accents poétiques là. J'ai un rapport avec ce texte-là qui, moi-même, pour moi, c'est une énigme. Et donc, je me dis, c'est le temps. Là, je suis à la retraite et je devrais donc essayer de voir qu'est-ce qui me fascine tant chez ce non-auteur, ce non-écrivain, cet homme de peu de mots, qui parle d'amour dans son journal intime, qui parle de ses rêves. Faut le faire, 1840, qui parle des journaux qu'il lit, et qui a des accents tout à coup quand il parle justement de l'ennui, quand il parle de l'amour qu'il a pour sa femme Domitille. C'est de la poésie, c'est au son pratiquement, mais c'est de la poésie. Donc mon hypothèse, si jamais moi je le fais pas, quelqu'un en m'écoutant pourrait prendre cette idée-là, mon hypothèse c'est que la littérature au Bas-Canada
est beaucoup plus né dans ces coulisses-là, dans ces cahiers d'écriture, de façon très modeste, justement, dans les chansons, dans les contes, les légendes, et que les grands genres, pour le 19e siècle, et que les grands genres, qui s'établissaient évidemment fortement en France, en Europe, coïncident pas tout à fait, ou en tout cas ne pouvaient pas représenter des formes qui permettaient de dire l'expérience d'ici à ce moment-là. Donc il a fallu gagner sur la langue, gagner sur la forme, gagner sur soi, sur la construction donc de cet univers littéraire. Mais je pense qu'on a là la naissance, pour moi, de la littérature canadienne. Donc, c'est des questions d'histoire littéraire, mais je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est des questions aussi de ce que c'est que la littérature, à quoi sert la littérature, qu'est-ce que c'est qu'écrire.